Merci de l'invitation, merci beaucoup. C'est une invitation qui a été effectivement consécutive à l'embargo qui a été décrété sur mon livre par une émission de Radio France. La peur exponentielle a été envoyée évidemment à pas mal de journalistes, comme il se fait quand on publie un livre. Et une journaliste m'a dit à qui j'ai envoyé le livre, c'est très bien, on voudrait vous inviter. Ensuite, a lu le livre, a dit il est très intéressant, mais vous êtes climato-sceptique, alors on ne veut pas vous inviter. Sur ma personne de climato-sceptique, on a décidé que finalement, je n'étais pas le bienvenu. Alors, pourtant, le livre en question n'est pas un livre sur le climat. C'est un livre un peu plus général, qui essaie de prendre du recul sur la question, parce que quand on se pose la question du climat, on peut poser la question à différents niveaux, et j'essaierai d'osciller entre les deux niveaux qui m'intéressent de cette question. Le premier niveau qui était celui de mon premier livre, le mythe climatique, c'est-à-dire le climat en tant que tel, la question climatique en tant que mythe, et mes réflexions plus récentes qui sont la peur exponentielle, c'est-à-dire la façon dont le climat est en fait, de mon point de vue, juste un avatar d'une peur plus profonde, d'une représentation sociale plus profonde, plus pessimiste, qui participe d'un mouvement plus global. Et je pense qu'on a besoin de ces deux aspects de la réflexion si on veut vraiment comprendre ce qui se passe et si on veut réfléchir à la façon à ce qu'il faut faire. Donc je vais vous parler en quatre parties. Je vais revenir un moment sur le temps qu'il fait sur la Terre. Alors, ça va être un petit peu bizarre parce que d'habitude, la projection se fait derrière, là elle va se faire devant. Alors, pardon d'avance de devoir faire comme à Roland-Garros, de regarder d'un côté et puis de l'autre. Donc, je vais m'intéresser au temps qu'il fait sur la Terre. Parce que, en gros, quel est l'état de la Terre, quel est l'état climatique? Évidemment, il faudrait plusieurs conférences pour aborder cette question. Je vais donner quelques éléments rapides, trop rapides bien sûr, et ceux qui pourraient évidemment contester tout ça et me reprocher d'aller trop vite. Quel temps fait-il sur la Terre et ensuite quel temps fait-il sur la science? Parce que si nous sommes dans cet état d'esprit collectif autour du climat, ça n'est pas pour rien, c'est la science qui nous a proposé ça, qui nous invite à croire que nous nous dirigeons vers une sorte d'apocalypse climatique. Et donc, la science elle-même, en tant qu'objet social, ou en tant que domaine particulier de la réflexion humaine, doit être interrogée. Et l'affaire du climat, c'est vraiment un moment particulier de l'histoire des sciences qui restera évidemment pour longtemps. On en parlera encore pendant plusieurs siècles, et je pense que là on est en train de donner des sujets de thèse aux futurs historiens des sciences, aux futurs épistémologues, aux futurs sociologues des sciences. Là ils vont avoir du travail pendant au moins un siècle ou deux. Ensuite, on peut aussi se poser la question, quel temps fait-il dans nos têtes? Comment ça se fait que nous sommes si réceptifs, nous, je veux dire collectivement, comment se fait-il que nous sommes aussi réceptifs à cette histoire de climat? Pourquoi celle-là et pas une autre? Comment ça se fait que ça survit aussi bien, que ça résonne aussi bien dans notre imaginaire collectif pour aller vite? Et enfin, dernière question qui est peut-être la plus importante et à laquelle je voudrais plutôt qu'on réfléchisse ensemble, parce que je proposais quelques pistes, mais je n'ai pas forcément de réponse universelle à donner, c'est que faire? Comment sortir de là où nous sommes? Qui est une situation assez difficile. Pour commencer, quel temps fait-il sur la Terre? Alors, généralement, la grande question, ce qui fait peur, c'est la température. La température de la Terre, ça nous effraie. La température globale. Je ne vais pas revenir sur la définition de température globale, il y a beaucoup à dire sur cette notion. Je vais vous présenter simplement des données. Il s'agit bien de dire quel temps fait-il sur la Terre, pas quel temps fera-t-il. Je ne vais pas parler de modèles, je ne vais pas parler d'avenir, je vais parler simplement des observations, des choses les plus observationnelles qu'on ait, les moins sujettes à caution. Donc vous avez ici, pour commencer, une courbe, qui est la courbe satellitaire produite par l'Université d'Alabama à Huntsville, donc, qui propose une reconstitution de la température de la Terre depuis 1979. Et courbe qui montre à l'évidence que si haut s'il y a, elle n'est pas très rapide. On est à peu près, on a péniblement gagné 0,4 degrés en une grosse trentaine d'années, c'est-à-dire qu'on est sur un rythme légèrement supérieur à 1 degré par c'est celle de RSS, Remote Sensor System, qui est une autre courbe, aussi satellitaire, mais produite par une autre équipe et avec un traitement indépendant, et qui confirme la première. Il est indiqué ici la trend, c'est-à-dire
la tendance, qui est de 0,121 Kelvin par décade, c'est-à-dire à nouveau à peine plus d'1 degré par siècle. Il est intéressant de comparer ces deux courbes. Si je vous les fais clignoter, vous pouvez constater, donc là vous pouvez regarder la courbe rouge, qui est la courbe un petit peu lissée, parce que UAH oscille beaucoup, donc en enlevant un peu le bruit, vous regardez que la courbe rouge, qui est une moyenne ponctuelle, une moyenne glissante, et puis la courbe qui est ici de RSS, et vous constatez assez facilement que les deux se ressemblent énormément. C'est vraiment, les deux sont pratiquement superposés. Cette superposition est quelque chose de récent. Elle n'a que quelques semaines. Parce que tout récemment, les données du UAH ont été retravaillées. De UAH, c'est ça, je confonds souvent les deux. Les données du UAH ont été un petit peu retravaillées. Vous avez ici la version 6, on était avant sur la version 5. Je ne sais plus combien. Et donc le traitement statistique a été un peu repensé. Et il se trouve qu'à l'issue de ce retraitement statistique, eh bien, les deux courbes se mettent à coller vraiment pratiquement complètement, y compris dans leurs détails. Ce qui, évidemment, non pas les valide, mais les conforte l'une l'autre. Quand vous avez deux méthodes différentes pour mesurer, deux traitements statistiques différents pour mesurer, et qui vous donnent le même résultat, même dans les détails, ça conforte quand même beaucoup l'idée que, en particulier, il n'y a pas de réchauffement particulier ces dernières années. Alors, où est le réchauffement ? Eh bien, si on veut le voir, il faut prendre des données sur des durées plus longues. Or, les données satellitaires ne sont disponibles que depuis 1979. Alors, pour aller plus loin, on utilise des données terrestres, c'est-à-dire qu'on fait des moyennes sur des relevés météo un peu disséminés partout autour de la planète, et on reconstitue tant bien que mal une température globale, et le réchauffement, le voilà. Il est, par exemple, donc c'est sur cette courbe qui est issue du METOFIS, donc c'est ATCRUD4, qui est une des deux principales données au sol qui permettent une reconstitution de la température globale, que l'on fait remonter jusqu'au milieu du 19e siècle. Et effectivement, là le réchauffement est revenu. Nous avons effectivement connu un réchauffement d'un peu moins d'1 degré depuis, disons, le début du XXe siècle. Et ça, il faut qu'il soit clair que personne ne le conteste. On peut contester l'ampleur, on peut contester certains détails sur la façon dont cette courbe est obtenue, mais le fait qu'il y ait eu un réchauffement léger au cours du XXe siècle n'est contesté par personne. Être climato-sceptique, ça ne veut pas dire croire que la Terre ne s'est pas réchauffée. Mais cette courbe-là, si on la regarde avec des yeux avec un peu de recul, on se rend compte qu'elle est quand même assez loin du discours sur le réchauffement climatique provoqué par l'homme, et ça n'est pas évident du tout de relier une telle courbe à un éventuel réchauffement climatique provoqué par l'homme. Pourquoi ? On voit, en particulier, si je vais faire abstraction de ce qu'il y a avant 1900, qui est quand même un peu plus sujet à caution, même si on pourra en parler, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord entre 1910 et 1940 un réchauffement assez régulier. Ce réchauffement-là, à l'époque, c'est quand même difficile de croire que ça peut être les activités humaines qui l'ont provoqué. À l'époque, l'industrialisation n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a quelques pays qui sont en mesure d'émettre du gaz carbonique, mais on est loin de ce qu'on observe aujourd'hui en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Or, cette hausse entre 1910 et 1940, elle est très voisine en durée et en intensité avec celle qu'on observe depuis la fin des années 70 et jusqu'à vers 2000. Il y a deux hausses qu'on voit, et ces deux hausses sont pratiquement identiques. En particulier, si on considère que la première hausse a été très probablement, très certainement, l'œuvre de la nature elle-même, quelle qu'en soit la cause, pourquoi n'imaginerait-on pas que la deuxième hausse, la plus récente, ne serait pas elle aussi naturelle ? C'est d'autant plus vrai qu'entre les deux, on voit sur une trentaine d'années, entre le milieu des années 40 et le milieu des années 70, une stagnation, voire une légère baisse de la température, au moment même où l'industrialisation commence à devenir, se passer à l'échelle mondiale. Au moment où on commence vraiment, c'est-à-dire au sortir de la guerre, où l'industrialisation se lance, c'est là que la température cesse d'augmenter, et ce n'est qu'au milieu, voire à la fin des années 70, que ça repart. Et ça repart pas pour si longtemps, ça part à nouveau pour 25-30 ans, et on le voit un petit peu moins, effectivement, ça a l'air de remonter encore un petit peu sur la fin ici, parce que 2014 a été une année chaude, mais on voit assez nettement, même sur cette courbe-là, une stagnation assez nette
à partir, on va dire, des années 2000. La dernière décennie, on ne peut pas dire qu'on a eu une grande accélération, au contraire, ça a considérablement freiné. Le réchauffement s'est considérablement freiné. Il y a une certaine divergence entre ces données au sol et les données satellitaires. Et on peut poser la question, lesquelles sont les bonnes? Est-ce que c'est les satellites qui se trompent? Est-ce que c'est les données au sol qui se trompent? Pour moi, le fait que les deux courbes satellitaires se confortent l'une l'autre, c'est un argument fort pour plutôt choisir les données satellitaires. Mais, bon, on peut aussi accorder un certain crédit aux mesures au sol, si ce n'est qu'on doit considérer que de toute façon, il y a quelque chose à comprendre. Il y a une divergence qui s'observe et de plus en plus importante entre les mesures au sol et les mesures satellitaires. Ça fera partie de des choses qu'il faudra comprendre. Donc, quoi qu'il en soit, on a eu, à nouveau, je ne présage pas de l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal, mais on a eu un réchauffement modéré et qu'il n'est pas évident du tout de relier de façon simple à l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre. Alors, le deuxième totem du GIEC, c'est le déluge annoncé, la hausse du niveau de l'océan, qui est censé nous engloutir à brève échéance. Là encore, regardons les données. Je ne vais pas vous pronostiquer le niveau des mers en 2100, je vais juste vous montrer ce qu'on sait des observations, ce que nous dit le passé. Donc là, vous avez à nouveau des observations faites par satellite, donc Topex, Jason, qui là commence plus récemment, commence au début des années 90. Et ces observations montrent deux choses. D'abord qu'il y a effectivement une hausse du niveau global de l'océan. On est sur un rythme d'environ une trentaine de centimètres par siècle. Là encore, pas obligé de nier ça pour être climato-sceptique. Le fait qu'il y ait une hausse peut tout à fait être accepté. Ce qui est remarquable sur une courbe comme celle-là, c'est sa grande régularité. Elle ne montre aucune accélération. Il y a évidemment des petites oscillations ici et là. Autour de 2011, il y a eu un décrochage assez curieux. On s'est même posé la question, comment ça se fait, la mer ne monte plus, et puis il y a eu un rattrapage les années suivantes. Il semble qu'on ait affaire à un phénomène sur le temps long, un phénomène très régulier, très linéaire, sur lequel on peut se demander si on a vraiment une prise. Si on veut le savoir, on est un petit peu quand même obligé de remonter plus loin dans le temps, parce que sur un intervalle d'une vingtaine d'années, c'est quand même un petit peu court. Et on l'a fait. On l'a fait parce qu'on dispose de données marégraphiques qui permettent de reconstituer, tant qu'on peut, une courbe de l'évolution du niveau de l'océan depuis le début du XXe siècle. Cette courbe, par exemple dans l'étude de Church et White publiée en 2011, cette courbe elle ressemble à ceci. Alors cette fois, je ne vais pas vous la superposer à l'autre parce que les intervalles de temps et puis les échelles ne sont pas les mêmes, mais là aussi, on constate que on a affaire à quelque chose qui ressemble quand même pas mal à une ligne droite. Évidemment, avant 1920, il semble que le rythme était un peu moins rapide, mais il faut se souvenir que plus on remonte loin dans le passé, moins les données sont fiables, donc c'est difficile d'en tirer grand-chose. Mais en tout cas, à l'échelle d'un siècle, on a l'impression qu'on a affaire à un phénomène extrêmement régulier. Et s'il est aussi régulier, on ne voit pas pourquoi il faudrait considérer que c'est l'homme qui en serait responsable soudainement avec ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, sur cette courbe-là, la hausse est moins grande que sur la précédente. La précédente, je vous l'ai dit, c'est environ 30 cm par siècle. Là, c'est un peu moins de 20 cm. Et donc, vous verrez souvent l'argument qui est présenté un peu partout, y compris par des gens, le principe devrait savoir ce qu'il en est, qui disait, vous voyez, là, avec les marégraphes, on était sur une hausse d'un peu moins de 20 cm, et maintenant, on est sur une hausse de plus de 30 cm, donc ça a accéléré. C'est le raisonnement qui est souvent donné. Non. Ou alors, s'il y a vraiment eu une accélération, on devrait la voir de façon de. Il devrait y avoir un moment, une inflexion dans la courbe, et on ne la voit pas. Si on ne la voit pas, c'est probablement parce qu'elle n'existe pas, et s'il y a une différence entre la vitesse de la hausse sur les marégraphes et sur les satellites, c'est d'abord parce qu'on ne mesure pas exactement la même chose. Et donc, on ne doit pas s'attendre à avoir les mêmes valeurs. En revanche, on espère, et c'est ce qu'on observe, avoir le même comportement qualitatif, c'est-à-dire, en l'occurrence, une évolution régulière, une évolution linéaire, probablement séculaire, c'est-à-dire sur laquelle il y a forte chance que nous n'ayons aucune prise. Enfin, effectivement, donc, il faut s'attendre, si les données sont valables, et il n'y a pas de raison d'en douter, au moins qualitativement, il faut s'attendre donc à une hausse de quelques dizaines de centimètres du niveau de l'océan au XXIe siècle.
Tout comme nous avons eu une hausse de quelques dizaines de centimètres au XXe siècle, et nous nous sommes adaptés. Le déluge n'a pas été consécutif à la hausse d'une vingtaine de centimètres observée au XXe siècle. Dernier totem qui est censé vous faire très peur, c'est la banquise, la glace de mer. Encore une fois, on pourra en donner d'autres, mais je vais m'en tenir à ces trois-là. La banquise, c'est... donc, elle s'étend et elle se réduit selon les saisons, et on a eu très peur qu'elle finisse par disparaître complètement à la fin de l'été. Là, je parle de la banquise arctique au pôle Nord. Et voici la courbe de l'anomalie de glace de mer au pôle Nord, de banquise au pôle Nord. Alors, je voulais tronquer pour vous la placer juste en 2007. C'est-à-dire au moment où Al Gore a reçu le prix Nobel de la paix et a fait son discours dans lequel il nous expliquait qu'au rythme actuel, la banquise arctique pourrait avoir fondu en 2013. Effectivement, quand on regarde cette courbe, on voit bien qu'il y a une chute considérable de l'anomalie, et si on la prolonge un peu naïvement, et surtout avec le record assez particulier qu'on a observé en 2007, on peut se dire, si je prolonge vers le bas, ça va être, il n'y aura plus de glace, il n'y aura plus de banquise dans quelques années. Donc maintenant, les quelques années sont écoulées. Est-ce que c'est assez? Je ne sais pas. Toujours est-il que voici où nous en sommes aujourd'hui. Il y a eu une stabilisation assez nette depuis 2007. Il y a eu une chute remarquable ici en 2012. Ah, vous n'avez pas la souris. Ah, désolé. Donc en 2012, vous voyez un deuxième pic vers le bas que l'on a su expliquer, qui était en fait un cyclone particulièrement violent qui s'est déclenché dans l'Arctique et qui a dispersé la glace. Et à peine le phénomène était passé que la glace s'est reconstituée à une vitesse très 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 grande, montrant qu'on avait un certain nouveau record, mais qui ne signifiait pas grand-chose sur le long terme. Donc voilà l'état de la banquise arctique. Effectivement, il y a eu une baisse. Est-ce qu'elle est catastrophique? C'est un peu difficile à dire. Est-ce qu'elle va continuer? Bon, peut-être qu'elle va repartir à la baisse, mais pour l'instant, les annonces de 2007 semblent un petit peu prématurées. Et surtout, n'oublions pas que nous avons des données qui remontent à 1979, c'est-à-dire, c'est pas très lointain. On ne sait pas quel était l'état de la banquise au début du XXe siècle. Il se peut qu'elle était encore plus réduite. On ne sait pas. Alors, on a quelques récits de voyageurs, on a quelques indices, mais pour l'essentiel, on n'en sait rien. Donc il est de toute façon difficile de tirer beaucoup de conclusions de ce genre de courbe. Alors, comme vous le savez, la Terre possède deux pôles. Alors, les journalistes ne le savent pas toujours, parce qu'ils nous parlent toujours du pôle Nord, vous avez remarqué. Alors, bien par curiosité, on pourrait regarder l'Antarctique. Autour de l'Antarctique aussi, il y a de la glace de mer. Et donc voici à nouveau le graphe tronqué de 2007, au moment où Al Gore recevait son prix Nobel de la paix. Et là, surprise, c'était très stationnaire. Il n'y a pas de baisse. Alors, évidemment, c'est normal. Normal. Pas de problème. Alors voici où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons battu un record en 2014, plus de 20 millions de kilomètres carrés de banquise, on n'avait jamais vu ça. Là encore, il ne faut pas en tirer trop de conclusions, les données datent de 1979, mais il y a plus de banquise au sud. Bien sûr, selon le GIEC, c'est normal. C'est-à-dire s'il y a moins de glace au nord, c'est le réchauffement, et il y a plus de glace au sud, c'est le réchauffement. On est bien d'accord. Donc on attend, évidemment, le jour où il y aura moins de glace dans l'Antarctique, où ils seront sûrement très embêtés. On peut compter sur eux pour dire « il y a de moins en moins de glace dans l'Antarctique, on s'est trompé ». Certainement, on entendra ça. Donc, un peu moins de glace au nord, un peu plus au sud. L'idée est vite venue de comparer les deux, de faire la somme, de regarder la quantité totale de glace de mer. Et donc, c'est un graphique qui est tenu à jour assez régulièrement, et vous l'avez ici. Alors, vous avez deux courbes, une courbe en haut, une courbe bleue, où on voit bien les variations saisonnières, les petits cycles, et en dessous, la courbe rouge, qui est plus intéressante pour nous, c'est l'anomalie, c'est la déviation à une valeur de référence, une valeur standard. Et donc cette anomalie, elle tourne entre... Donc la courbe est traversée par une ligne droite qui définit l'anomalie 0, qui est un peu conventionnelle, et parfois la courbe est au-dessus, et parfois est en dessous, elle oscille entre plus et moins 1 million de kilomètres carrés. C'est la somme totale de glace de mer sur la Terre à un moment donné. Quelle est la tendance de cette courbe rouge? C'est une tendance un peu au calme plat. Évidemment, ça varie, évidemment, ça oscille. On a affaire à des dizaines de milliers de kilomètres de millions
de kilomètres carrés de banquise, qui, avec des variations considérables, ce serait évidemment étonnant que ce soit le cas vraiment complètement plat, qu'il y ait une variation, c'est normal, mais la variation n'est pas spécialement à la baisse. Et le fait même que cette courbe soit assez constante suggère qu'il y a peut-être des pistes pour comprendre pourquoi, quand il y a moins de glace au nord, il y en a plus au sud, peut-être inversement. Alors, il y a bien eu, effectivement, entre 2007 et 2011 ou 2012, un petit décrochage vers le bas, qui s'est compensé, qui semble s'être compensé aujourd'hui, qui reviendra peut-être demain. Hein. À nouveau, ce sont des courbes récentes, c'est difficile de tirer trop de conclusions, mais si on s'en tient aux observations, on ne voit pas bien de quoi on devrait avoir peur, simplement en regardant ce qui se passe. Alors, je vous ai dit 3, en fait 4. Je vais vous donner une dernière courbe qui traite des événements extrêmes. Parce que ça, c'est quand même aussi, une grande angoisse. Il y a de plus en plus d'événements extrêmes. Alors, voici une courbe à nouveau tronquée. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la quantité totale d'énergie accumulée par tous les cyclones tropicaux, donc calculée depuis les années 70. Et je voulais tronquer en 2005 parce que c'est une courbe comme celle-là, de ce genre-là. Je ne sais plus si c'est exactement celle-là, mais c'était une courbe exactement du même genre qui a été présentée par Christophe Cassou à l'Académie des sciences lors du débat qui s'est tenu en novembre dernier, et où il l'a arrêté en 2005, en expliquant qu'il n'avait pas trouvé les données plus récentes. Alors, comme ne reculant devant rien, devant aucun travail pour vous aider, je vous donne les données plus récentes. Voilà où nous en sommes sur les quantités totales d'énergie cyclonique accumulées, selon ce qui est mesuré par Ryan. Donc il y a d'autres courbes, évidemment, je ne vous montre pas tout. Mais d'une façon générale, c'est un petit peu ça qu'on voit. C'est-à-dire pas de grande tendance, donc demain sûrement, mais aujourd'hui en tout cas, pas grand-chose à se mettre sous la dent. D'où la question, mais comment se fait-il, donc quel temps fait-il sur la science? Comment est-ce que c'est possible qu'avec si peu de choses vraiment nettes, on arrive quand même à faire une théorie pareille, et on arrive à se faire peur à ce point-là? Alors, on peut donner plusieurs éléments d'explication. Je voudrais m'appesantir sur un élément qui a été, à mon avis, trop peu mentionné, parce qu'on parle souvent, on aime bien parler du GIEC. Alors, c'est intéressant, hein, Godfried est un spécialiste, c'est très bien, il faut le faire, mais je pense qu'on doit aussi se poser la question de qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Eh bien, il se passe des choses aussi chez nous en France. Vous avez ici la couverture du volume 4 d'une série de rapports sur le climat de la France au XXIe siècle. Donc nos amis climatologues ont pris leur modèle informatique et nous ont prédit dans ce volume-là à quelle sauce on serait mangé, à quelle sauce climatique on serait mangé au XXIe siècle. Ce rapport est paru fin août 2014, il a été remis à la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Il a fait évidemment la une de la presse parce que ça nous annonçait plus 5,3 degrés en été en 2100. C'est à peu près le seul chiffre qui a été retenu par la presse. Je pense que personne n'a lu ce rapport. Si je dis ça, c'est parce que moi je l'ai lu. Et parce que... Ah non, il n'est pas illisible, mais il est particulier. Il est vraiment très particulier. Il n'est pas difficile à lire, il n'est pas très long, il n'est pas très bien écrit, mais on peut le lire, et vous pouvez le lire. Je vous invite à le faire, parce que c'est pas comme le GIEC avec les énormes rapports écrits en anglais, ou pas tout, bon bref, c'est traduit aussi en français. Là, on a vraiment un exemple assez simple à lire de quelque chose qui est un rapport officiel, qui a été écrit par des gens tout à fait estimables, par exemple. Donc ça, c'était sous la direction de Jean Jouzel. Donc c'est pas un rapport écrit par on ne sait qui, on sait pour une ONG quelconque. C'est vraiment l'état de la science climatologique en France pour nous prévoir ce que sera le climat dans un siècle. Si je voulais vous dire tout ce qu'il y a à dire sur ce rapport, on y passerait la nuit. Donc je vais me contenter d'un seul tableau. Le voilà. C'est le tableau qui fait peur. C'est le tableau de l'évolution de la température moyenne en France métropolitaine au XXIe siècle. Alors c'est un gros tableau, il n'est pas très difficile à lire, mais je vais vous le détailler. Donc vous avez l'évolution de la température en hiver, en été, pour 3 scénarios climatiques, donc qu'on appelle RCP
quelque chose, RCP plus un nom, donc c'est Representative Concentration Pathways, donc c'est selon, donc RCP 2.6 par exemple, c'est on n'émet pas trop de gaz carbonique, on arrête, on prend des mesures. RCP 4.5 c'est un scénario intermédiaire, et RCP 8.5 ça correspond plus ou moins au scénario business as usual, où on continue d'émettre sans se poser de questions. Donc c'est le pire, celui qu'il faut évidemment absolument éviter. Donc je redis, donc température en hiver, température en été, selon 3 scénarios climatiques, et pour 2 périodes, une période horizon proche, de 2021-2050, donc demain, quoi, en gros, et une période un peu plus lointaine, 2071-2100, c'est-à-dire la fin du siècle. Et donc ce tableau fait des projections pour 2 modèles, on va laisser le C25 et C75 là, qui sont les centiles, donc qui ne nous intéressent pas tout de suite, j'y reviendrai tout à l'heure. 2 modèles, WRF qui est le modèle de l'IPSL, et Alain Climat qui est celui de Météo France. Et donc si vous voulez savoir quel temps il fera en été, en 2071, si on a continué à émettre du gaz à effet de serre comme s'il en pleuvait, regardez ce tableau et vous saurez. Ce qui me fait dire que personne n'a regardé ce tableau, c'est que ce tableau n'est pas cohérent avec lui-même. Voilà par exemple, WRF. Donc, température en hiver pour 2021-2050, donc pour la période horizon proche. Plus 1,3 pour le scénario 4.5 et plus 0,8 pour le scénario 8.5. Ça, qualitativement, c'est impossible. Enfin, ça ne devrait pas être possible. C'est-à-dire qu'on émet plus de gaz carbonique et ça chauffera moins. Et pas un peu moins. On passe de 1,3 à 0,8. La différence est quand même assez considérable. Et on parle de la période proche. C'est demain. On est en 2015. Le rapport est pas en 2014. Ça parle de 2021-2050. C'est vraiment tout proche. Et un même modèle dit une chose et son contraire. Alors, si vous êtes intéressé par les étés, pareil. Il y a le même problème pour WRF. Plus 1 degré avec le scénario intermédiaire et seulement plus 0,6 avec le scénario business as usual. Évidemment, précipitons-nous sur le rapport. Que nous dit-il? Là, j'ai bien sûr extrait du contexte. Le rapport ne dit rien. Rien du tout. Ça ne dérange pas. Le rapport, essentiellement, autour de ce tableau, répète le contenu du tableau en insistant de temps en temps sur ce qui est le plus terrible, évidemment, c'est le modèle de la mode. Mais il n'y a pas d'explication. On pourrait donner des explications. On peut dire, voilà, il n'y a pas eu assez de run dans le modèle, alors il y a une certaine variabilité, une incertitude, bon, on ne sait pas trop pourquoi. On pourrait dire ça, mais ça n'est pas fait. C'est un rapport officiel, c'est publié sur Internet, vous le trouverez sur le ministère de l'écologie, il s'adresse à vous et moi. On est censé se préoccuper de ces questions-là. Et on ne nous donne pas l'explication de cette incohérence. Ça, je trouve ça profondément anormal. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Comparons maintenant les 2 modèles, celui donc WRF de l'IPSL et Alain Climat. Alors pour les températures en hiver 2021-2050, pour un même scénario que le scénario intermédiaire, il y en a un qui nous dit plus 1,3, l'autre 0,8. À nouveau, c'est quand même pas la même chose. Et pour un horizon qui est quand même très proche. Je suis maire d'une grande ville, je suis préoccupé de ce qui va se passer, des mesures que je dois prendre à l'horizon 2030. Lequel des 2 modèles dois-je croire? Même chose pour à l'horizon lointain, pour le scénario intermédiaire. Plus 1,2 pour WRF, plus 2,9 pour l'autre. Ça commence à être vraiment différent. 1,2, on est en dessous des fameux 2 degrés. 1,9, on est nettement au-dessus. Et le bouquet final, c'est business as usual pour les étés de la fin du siècle, où un des modèles nous propose plus 2,6 et l'autre plus 5,3. Alors 5,3, vous vous souvenez, hein, c'est la donnée qui a fait la une de la presse. Vous l'avez peut-être oublié parce que je crois que la fonction de ce genre de rapport, c'est pas d'être lu, c'est pas d'être intéressant, c'est juste de faire le buzz pendant une semaine avant le truc suivant. Parce qu'en ce moment, toutes les semaines, on a quelque chose de nouveau, mais au moment où c'était le tour du rapport de faire le buzz, on a eu 5,3 degrés, qui est de tout le tableau, celui qui est la donnée qui est évidemment la plus élevée. Alors sur cette dernière donnée, le plus 2,6 et le plus 5,3, c'est intéressant de voir le dessin qu'il y a, parce que donc le modèle est un modèle vraiment local, qui donne pour chaque région, pour chaque région de la France métropolitaine, ce que ça donne. Donc voilà ce que donne le dessin correspondant aux deux dernières données, au plus 2,6 et au plus 5,3. Donc là, vous avez le deuxième en partant de la gauche WRF, le troisième en partant de la gauche Alain Climat. Alors à gauche, c'est le 25e centile, et à droite, c'est le 75e centile. Ce que ça veut dire, au cas où
certains ne sauraient pas ce que c'est. C'est une moyenne sur des modèles européens. Vous classez les modèles européens par ordre croissant, par ordre croissant de réchauffement. Et vous prenez celui qui est à 25%, donc plutôt froid, et vous prenez, donc ça vous donne C25, et vous prenez celui qui est plutôt chaud, à 75%, enfin le 75e centile, à 75%, et en quelque sorte c'est un peu des garde-fous, ça veut dire, en principe ça devrait être un petit peu entre ces deux-là, en dessous ça réchauffe peut-être pas assez, au-dessus ça réchauffe trop. Bon, et ben donc WRF est en dessous du 25e centile, et Alain Climat est au-dessus du 75e centile. Donc les deux sont en dehors, plus ou moins, des garde-fous. Dernier point, les auteurs du rapport nous expliquent, très fiers de cette figure, que ces deux modèles-là sont en réalité en bon accord. Ils disent explicitement, les modèles s'accordent sur la répartition croissante de l'augmentation de température selon un axe nord-ouest-sud-est. Alors vous ne le voyez peut-être pas très bien là, mais moi je le vois mieux sur mon écran, mais WRF, il n'est pas orienté nord-ouest-sud-est. Il est orienté vers la ligne isovaleur qui traverse le centre de la France, elle la traverse horizontalement. Essentiellement, on a un axe nord-sud pour le réchauffement. Et Alain Climat, lui, épouse plutôt les contours du littoral atlantique et donc montre une répartition croissante selon un axe ouest-est. Et donc nord-sud et ouest-est, dans le rapport, ça devient nord-ouest-sud-est, et ça permet de faire une synthèse. Alors effectivement, il y a Nice, effectivement, on voit, si on veut voir, quand on veut vraiment se rassurer, on peut dire effectivement, vous voyez, au WRF, vous avez Nice, là, ça chauffe plus, donc ça va vers la droite, mais c'est ponctuel, ça ne représente pas. Là. Je ne crois pas que quiconque regarde un dessin comme ça peut se dire, ah bah ouais, là, c'est nord-ouest, sud-est dans les deux cas. Non, ils ne sont, non seulement quantitativement, ils ne sont pas d'accord, parce qu'on voit bien qu'Alain Climat réchauffe beaucoup plus que WRF, mais même qualitativement, ils ne sont pas d'accord, ils ne réchauffent pas au même endroit, de la même façon. Ce qui est intéressant avec ce rapport, c'est que, et ça, on n'a pas beaucoup parlé, on a encore moins parlé, c'est qu'il a un ancêtre. Il a un ancêtre. Le voici. Voici la couverture de l'ancêtre. Changement climatique, quels impacts en France ? Qui a été publié par Greenpeace et dont la réalisation a été confiée à Climpact. Alors Greenpeace, je n'ai pas besoin de vous dire, leur souci d'objectivité et de prudence scientifique, de façon générale pour ce qui touche au climat et plus généralement à l'environnement. Climpact, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est une société qui s'occupe qui fournit des stratégies d'adaptation au changement climatique. Donc Greenpeace a trouvé tout à fait normal de confier à Climpact un rapport sur les changements climatiques en France, parce que évidemment il n'y avait certainement aucune espèce de conflit d'intérêts. Et les auteurs de ce rapport, eh bien, c'est assez intéressant parce qu'on y retrouve les ténors de la climatologie française, donc Jean Jouzel, Hervé Le Treut, Serge Planton. Et pour ce qui est de Jean Jouzel et Serge Planton, ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des co-auteurs du rapport de 2014 dont je vais vous parler. Et dans ce rapport-là, eh bien, il y a aussi des prévisions qui sont faites pour la France à l'horizon, à différents horizons. Alors, les scénarios ne sont pas les mêmes. Mais certains nombre de choses ont changé, donc on ne peut pas exactement comparer ce que disent les deux rapports, mais on peut quand même le faire. Alors, pour le faire, j'ai comparé tout ce qui était comparable. Donc là, je vais vous donner tout ce qui est comparable entre les deux. Je n'ai pas juste choisi des choses qui divergeraient. Qu'est-ce qui est comparable ? Eh bien, il y a d'une part les hivers 2070-2099 selon le scénario business as usual, qui s'appelle donc RCP 8.5 dans la nouvelle terminologie, et qui à l'époque de l'ancêtre du rapport s'appelait scénario A2. Donc en 2000, alors pour vous montrer, pour vous faire la comparaison, il faut aussi savoir que les périodes de référence ne sont pas les mêmes. Donc j'étais obligé de décaler les intervalles. En 2005, on nous promet une hausse qui devrait être comprise entre 2,5 et 3 degrés. Si on rapporte aux bonnes périodes de référence, eh bien en 2014, Alain Climat nous propose plus de 4. Ah, pas de chance, c'est pas le même. Enfin, on n'est pas dans l'intervalle. Alors pour WRF, c'est encore pire, on est encore au-delà de 4 degrés. Donc l'intervalle qui nous était promis en 2005 n'est pas le même, n'est pas du tout le même que celui qu'on peut déduire de 2014. Pour les étés, eh bien, même chose, on peut comparer les étés 2070-2099 pour le scénario business as usual. Là, cette fois en 2005, Greenpeace Climpact, ou Jouzel Planton, disons,
nous propose plus 4, plus 5. Entre plus 4, plus 5. Et en 2014, Planton-Jouzel nous disent près de 6 degrés pour Alain Climat et 3 degrés pour WRF. Donc en 10 ans, les mêmes auteurs, sur le même sujet, proposent des réponses complètement différentes, incompatibles entre elles. Comment c'est possible? Je ne suis pas de ceux qui accusent les gens de tricher. Je pense qu'ils sont sincères. Vraiment, qu'ils savent qu'ils ont des bons modèles. D'ailleurs, ils ont travaillé. Mettre le nez dans les modèles, c'est très compliqué. C'est beaucoup de travail. Vraiment à la pointe. Ils pensent vraiment que, de toute façon ou d'une autre, c'est normal. Pourquoi? Il y a une cause, si on veut, une cause à comprendre, à mon sens, c'est que dans cette histoire, on a affaire à la naissance d'une pseudo-science. J'ai mis ici le bal des pseudo-sciences pour expliquer ce que c'est. Si vous prenez toutes les grandes sciences, ou au moins les principales d'entre elles, astronomie, mathématiques, chimie, etc., vous observerez assez facilement qu'à chacune de ces sciences correspond une pseudo-science. L'astrologie pour l'astronomie, par exemple. Donc, l'astronomie, c'est l'étude des astres, prévoir le retour des éclipses, par exemple, les phases de la Lune, c'est la science. Et l'astrologie, c'est les horoscopes, les thèmes astro, et est-ce que l'amour est au coin de la rue pour vous la semaine prochaine. Aujourd'hui, on voit bien la différence entre les deux. Allez demander à un astronome de vous faire un thème astral, vous verrez comment vous serez reçu. Mais, au XVIe siècle, allez lui demander, il vous le fait. Jusqu'à Kepler inclus, et même après, Kepler, très grand astronome, et aussi et surtout grand astrologue. C'est la même chose à l'époque. Les mots sont à peu près synonymes. Moi, je suis mathématicien, et bon, la pseudo-science qui me fait face, je suis même théoricien des nombres, la pseudo-science qui me fait face, c'est la numérologie. Là, c'est, voilà, vous prenez les lettres de votre prénom, vous les remplacez par des chiffres, vous faites la somme, et puis on vous dit, vous êtes du type 3, vous êtes du type 7, vous avez tel type de caractère. C'est, disons, le côté obscur. Et vous avez ça pour tout. Pour toutes les sciences. Ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard, et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas, d'une part, une science qui se crée, et après, des escrocs et des charlatans qui se mettent par derrière et qui essayent de vous enfumer avec autre chose. Non. Kepler était astronome, astrologue. Mathématiques et numérologie, qui a lié les deux et qui a donné l'essor aux deux? C'est l'école pythagoricienne. Des gens sérieux. C'est-à-dire des scientifiques. Médecine parallèle, même chose. Chimie, alchimie, pareil. Physique, paraphysique. Lisez ce que disait Crookes au XIXe siècle. Celui qui a travaillé sur les rayons cathodiques, très grand physicien, qui par ailleurs essayait de faire des... Donc, il faut comprendre que les pseudosciences, c'est créé par les scientifiques. Ça a toujours été comme ça, et c'est normal. Et ben, la question, c'est les sciences de la Terre, quelle est leur pseudoscience? C'est pas évident. Parce que les sciences de la Terre sont une science plus jeune, d'une façon générale. Elles ont eu des pseudosciences qui leur correspondaient. Typiquement, quand on essayait d'étudier la géologie à partir des écrits bibliques, ce qu'on fait moins maintenant, même si le déluge, on y revient. Mais je pense qu'avec cette affaire de climat, les scientifiques sont tout simplement en train de créer une pseudoscience parallèlement à la science. Ça ne les empêche donc pas d'être de grands scientifiques. Kepler, les 3 lois de Kepler, c'est une marque fondamentale dans l'histoire des sciences. C'était aussi un astrologue. Et c'est vrai de tous les domaines. Il y a un moment, en général, dans l'histoire des sciences, qu'on peut considérer comme le moment où la science devient moderne, et où précise. Donc pour l'astronomie, ce serait Galilée, on pourrait dire, ou éventuellement Copernic. Pour les mathématiques, ça pourrait être Archytas, un peu après Pythagore lui-même. Pour la médecine, ça pourrait être Claude Bernard. Pour la physique, ça pourrait être... alors c'est peut-être plus difficile, c'est peut-être plus récent, parce que la paraphysique elle est plus tard. Chimie, alchimie, ça pourrait être Dalton ou Lavoisier. À un moment, on dit, maintenant, on va faire de la vraie science. Il y a souvent une grande figure qui permet le partage. Galilée dit, les planètes ne sont pas des choses, ne sont pas des êtres, ce sont des choses. On va arrêter de croire qu'elles nous parlent, qu'elles nous envoient des signes. Et la climatologie aujourd'hui, elle est dans cet état archaïque, et je le dis de façon qui n'est pas péjorative, c'est-à-dire pré-moderne, parce que simplement le climat c'est très difficile, et on n'a pas encore probablement les outils pour vraiment
étudier le climat, enfin, comme il faudrait, la climatologie n'a pas encore réussi à séparer la science de la pseudoscience. Et donc on est réduit à faire ce que pouvaient faire les astrologues pensant que les planètes nous parlaient, là, à croire que la Terre nous parle, la Terre se venge, nous devons honorer la Terre, nous devons respecter la Terre, nous devons plus ou moins la sacraliser. Alors, quand c'est des débats sur la médecine parallèle, est-ce que c'est de la science, etc., on a affaire à l'épistémologie, c'est, disons, le salon feutré des académiciens, c'est pas très grave, mais en l'occurrence, pour cette affaire de climat, c'est un peu plus grave parce que ça a une résonance directe sur, bien sûr, sur notre représentation du monde et sur notre façon d'être, sur notre façon d'agir. Et donc on doit se pencher sur la question du temps qui se fait dans nos têtes au sujet du climat. Et c'est pas très joli, comme le montre par exemple cette caricature que vous avez pu voir dans Le Monde datée du vendredi 23 mai dernier, il y a un mois. Donc vous avez peut-être du mal à le lire, c'est écrit « Un climato-sceptique s'est glissé à l'Académie des sciences, saurez-vous le découvrir ?» Et vous avez un clown au milieu de 3 personnes très sérieuses. Le clown dit « J'ai des preuves ». Je trouve, donc, c'est Le Monde, hein, c'est pas... c'est le journal de référence. Alors, on peut rire, vous n'aimez peut-être pas Le Monde, mais malgré tout, journal de référence, c'est comparativement à d'autres, effectivement, Le Monde, c'est quand même le grand journal français. Et cette caricature-là, moi, elle me rappelle Je suis partout. Elle me rappelle les caricatures d'Émile Zola émergeant des toilettes tout noires, les caricatures scatologiques à l'époque de l'affaire Dreyfus. Elle rappelle la façon de faire de Gringoire à l'époque de Salengro qui l'a conduit au suicide. Elle rappelle ce genre de choses, de façon un peu plus polissée, un peu plus feutrée, parce qu'on est au XXIe siècle et qu'on ne peut plus dire, enfin, on a quand même des lois, donc je pense que rien que ça limite un peu, mais l'esprit n'est pas très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information dans cette caricature, il y a juste le dénigrement systématique et l'injure, hein, et sachant que l'injure vise quelqu'un d'explicite. Ça n'est pas dit ici, mais l'article, c'est Regain climato-sceptique à l'Académie des sciences, on sait très bien qui ça représente, et celui qui est concerné l'a bien identifié comme tel, il s'agit de Vincent Courtillot. Donc ça montre que on n'est pas juste dans l'épistémologie, dans les choses gratuites, on est vraiment dans quelque chose qui, est assez malsain. Et le débat est devenu assez malsain, assez difficile. Alors, plus récemment, on a eu un autre exemple de l'évolution du débat qui est moins tragique, et je vais vous l'illustrer par une image un peu plus rigolote, et celle-là vraiment drôle, à mon sens. C'est l'encyclique du pape Laudato Si, du pape François. Et vous avez sous les yeux le très joli dessin, très jolie caricature de René Léonzec, où on voit le pape mettre le globe terrestre à la place du Christ sur la croix. Je crois que là, vraiment, on a aussi un effet d'humour, sauf que la différence du précédent, c'est un humour intelligent. Un humour qui porte effectivement une idée, qui dit en une image, ce qui demande de long développement pour être expliqué. Et effectivement, l'Église catholique, dans cette encyclique, semble avoir, elle aussi, cédé au discours ambiant sur le climat. Elle y cède aussi dans 2 aspects qui, personnellement, m'intéressent beaucoup et me confortent dans certaines de mes analyses, où l'encyclique évoque notamment l'accélération continuelle des changements de l'humanité et de la planète. Donc là, vous voyez apparaître, sous une forme littéraire, l'idée d'exponentielle. Et ajoute aussi, cela suppose, alors, le mensonge, c'est fort, hein, dans une encyclique, on parle du mensonge de la disponibilité infinie des biens de la planète qui conduit à la presser jusqu'aux limites et même au-delà des limites. Ça, en 2 phrases, quand j'ai vu ces 2 phrases-là, j'étais assez content. Je dis, voilà, le pape valide ce que j'ai écrit. Le pape, 2 mois après moi, valide complètement mon analyse, c'est-à-dire, nous sommes, si on prend un peu de hauteur, si on oublie un peu le climat et si on essaie de voir les choses de façon un peu plus large, nous vivons sous un régime de peur exponentielle, qui peut être une peur, disons, métaphorique, mais qui peut être une peur plus précise. Donc à gauche, vous avez l'accélération continuelle, qui est très bien représentée par l'exponentielle, et à droite, vous avez l'idée que la Terre est finie, que les ressources sont finies, et qu'en réalité, elles deviennent même étroites. C'est l'étroitesse du monde
conjuguée à l'accélération continuelle. Ça, c'est nouveau. L'étroitesse du monde, elle n'est pas nouvelle. On trouve des écrits de Tertullien, déjà, qui dit « Ah, il n'y a plus de place, la nature va nous manquer. » On peut voir des choses très anciennes qui évoquent cette idée-là. Mais par contre, l'idée qu'il y a une accélération continuelle, ça, c'est assez récent. Et l'idée, bien sûr, que tout ça, c'est scientifique, ça, c'est typique de notre époque. Donc, la peur exponentielle, elle se fonde, on peut en tracer l'histoire et la préhistoire au travers d'une célèbre légende que vous êtes probablement nombreux à connaître, mais que je rappelle pour mémoire, c'est l'histoire du bon roi Shiram, du bon roi des Indes, qui a pacifié son pays, qui est un peu âgé, pays pacifié, prospère, et il s'ennuie. Et pour le guérir de son ennui, son ministre, qui s'appelle Cessa, invente le jeu d'échecs. Jeu qui passionne le roi. Et pour récompenser Cessa, le roi dit, eh bien écoute, demande-moi la récompense de ton choix. Et Cessa dit, je veux 1 grain de blé pour la première case de l'échiquier, 2 pour la deuxième, 4 pour la troisième, 8 pour la quatrième, etc., en doublant à chaque fois sur chaque nouvelle case. Le roi rigole. Attends, je suis riche quand même, je peux te donner des provinces, des châteaux, tout ce que tu veux, et tu me demandes 3 grains de riz, ou de blé, c'est pas très sérieux. Si, je veux ça. Et les comptables, les intendants commencent à compter, et arrivés à 28, 29, 30e case, se rendent compte que ça fait trop de blé. On ne pourra pas. C'est trop grand. Les versions divergent, il y a beaucoup de versions différentes de cette histoire. La plus ancienne, elle remonte au 9e siècle, elle dit beaucoup de choses. La façon dont on la raconte dit beaucoup de choses. Pas vraiment le temps, le temps passe, alors je vais passer là-dessus, mais c'est très intéressant de voir la façon dont on raconte l'histoire aujourd'hui, qui est très différente de la façon dont on pouvait la raconter au Moyen-Âge ou encore au début du XXe siècle. Et donc cette histoire met bien en scène le fait que l'exponentielle, ça va toujours très vite. Le fait de doubler, ça conduit à des quantités très grandes, et c'est toujours surprenant. Aujourd'hui, on parle de biais exponentiel, ça a été considéré d'abord par des psychologues, aujourd'hui ça intéresse les économistes. Et depuis la fin des années 60, cette histoire-là n'est plus, comme elle pouvait l'être encore au début du XXe siècle, une promesse d'abondance, le blé qui se multiplie, ou l'argent qui se multiplie, on double des grains de blé, on double aussi des dirhams, même dans des anciennes versions. Et aujourd'hui, c'est la peur qui domine. Alors, la plus ancienne citation que j'ai trouvée de cette peur, elle est parue dans Science en 1968. C'est Philip Abelson, donc, qui est éditorialiste à Science à ce moment-là, et qui écrit « Notre ennemi le plus dur est l'inexorable exponentiel ». Donc, pour mémoire, les chars soviétiques viennent d'écraser le printemps de Prague, et d'autres soucis du même genre, mais pour Philippe Abelson, le plus gros problème, c'est l'inexorable exponentiel, qui va nous étouffer, exactement comme ce que dit, d'une certaine façon, ce que dit l'encyclique du pape. Alors, quelques autres citations que je choisis systématiquement chez les scientifiques, pour illustrer le fait que ça vient de la science. C'est pas, je pourrais vous donner les citations de Nicolas Hulot, ça ne présenterait pas d'intérêt, c'est juste des répétiteurs, disons. Mais là, on a vraiment l'éditorialiste de Science qui lance la science là-dessus. Donc en 1972, Robert Lattès, qui préface un célèbre rapport, Halte à la croissance, que vous connaissez sans doute, c'est ce qu'on appelle en général le rapport au Club de Rome, même si le terme est impropre. Robert Lattès est mathématicien, c'est un de mes collègues. Et il écrit « Nous sommes impitoyablement menacés par ces phénomènes multiplicateurs qui, tels les neutrons d'une bombe atomique ou les cellules d'un cancer, engendrent en tout la saturation. » J'espère que vous avez peur, là. Alors, ensuite, donc, Donella Meadows, qui est un des auteurs du rapport Meadows, écrit en 91 une phrase qui est vraiment encadrée pour le sujet. La raison pour laquelle les environnementalistes sont souvent si sombres, c'est qu'ils savent ce que le mot exponentiel signifie. Allez, encore. Ehrlich, le grand Paul Ehrlich et sa femme Anne Ehrlich, auteur de La bombe P en 1971, je crois. Grande peur démographique, nous allons doubler, nous allons remplir la Terre, nous allons tout écraser. Eh bien, ils y reviennent quelques années plus tard, parce qu'on peut toujours prévoir l'apocalypse, et que l'apocalypse, c'est jamais... On se trompe jamais, on se trompe toujours de date, mais sur le fond, on a toujours raison. Et donc, en 90, ils continuent à nous parler de la population explosion, et ils évoquent notre incapacité à faire face à la gravité du problème de la population est construite dans nos gènes et dans notre culture. Ça, c'est plus grave, je trouve. Parce que ça, on est vraiment dans une division aristocratique des humains. Il y a ceux qui savent la vitesse des grains de blé sur l'échiquier et ceux qui ne savent pas.
Et c'est assez constant, et ça se retrouve chez d'autres auteurs, et notamment des scientifiques, où on a l'impression qu'en gros, voilà, nous sommes l'aristocratie de l'exponentielle, nous savons ce que c'est, nous savons que c'est grave, et si vous ne vous rendez pas compte que c'est grave, c'est parce que vous êtes trop bête pour multiplier des grains sur un échiquier. Et une dernière pour faire le lien avec le climat, c'est James Hansen. James Hansen, qui est très connu de tous ceux qui s'intéressent au climat, c'est un scientifique, qui est académicien à l'Académie des sciences américaines, et c'est lui qui a lancé le coup d'envoi médiatique du réchauffement climatique par une célèbre déposition qu'il a fait au Sénat américain en 1988. Et donc depuis, il continue à nous pronostiquer les pires tourments. Et en 2007, il a publié un article dans une revue scientifique qui s'appelle Environmental Research Letters, qui dit ceci. Comme exemple quantitatif, disons que la contribution de la calotte glaciaire à la hausse du niveau de l'océan est de 1 cm pour la décennie 2005-2015 et qu'elle double chaque décennie jusqu'à ce que la calotte de glace de l'Antarctique Ouest ait en grande partie disparu. Cela produit une hausse du niveau des mers de l'ordre de 5 mètres pour ce siècle. Donc il double les grains sur l'échiquier. Voilà, ça va doubler, et effectivement ça va vite. Alors ça fait 511 cm, j'ai calculé, c'est 2 puissance 9 moins 1. Voilà le raisonnement. Donc, le climat, cette citation d'Hansen est intéressante parce qu'elle montre un lien très fort entre ce qui est pour moi la peur exponentielle, c'est-à-dire le vrai fond des représentations collectives, et ce qui est finalement juste une instance, un avatar de cette peur profonde. Le climat, c'est en un sens juste le nouvel exemple de notre peur plus profonde, que j'ai appelée une peur exponentielle. La peur de l'étroitesse du monde qui va être, et de l'explosion causée par un développement sans frein. Ça peut être plus ou moins scientifique. L'encyclique ne cite pas le mot exponentiel, j'ai cherché, je ne l'ai pas vu, je suis très déçu. Mais donc, ça peut être une exponentielle symbolique, c'est-à-dire l'accélération, ça peut être vague, mais ça peut aussi être une exponentielle réelle, une exponentielle mathématique, comme c'est le cas quand c'est les scientifiques qui s'en mêlent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Dernière question, qu'on peut faire. Alors là, j'aimerais autant finalement que ça serve à lancer le débat. Je vais donner des pistes, mais je n'ai pas la prétention de savoir quoi faire. Si je le savais, je serais très fier. Je vais juste donner des pistes sur lesquelles vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Encore une fois, c'est plus pour lancer la discussion que pour asséner ma façon de penser. La première chose, c'est que on doit capter l'idée d'optimisme. On n'a pas à avoir honte de pas avoir peur, de ne pas craindre. On a le droit de regarder l'avenir avec optimisme. En particulier, on aime bien dire des fois, oui d'accord, bon, vous n'avez pas peur du climat, mais alors, de quoi vous avez peur ? C'est quoi le vrai problème ? faut bien avoir peur de quelque chose. Comme si on avait besoin, on avait besoin d'avoir peur de quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce piège. Et dire, oui, moi je suis d'accord, je veux qu'on arrête de s'occuper du climat parce qu'il faut s'occuper de... Et là, vous mettez ce que vous voulez. Et alors, les 10 personnes disent avis différents. C'est le problème. Donc, on n'est pas obligé de suivre ça. Ensuite, je suis partisan d'éviter les accusations. Les théories du complot, les tous pourris, on veut nous faire un gouvernement mondial sur la base du climat, etc. Défendez ça si vous voulez, mais je crois que tactiquement, ça ne marchera pas. Je ne crois pas que ça puisse être efficace. Et en pratique, on sombre plutôt dans... on est aussitôt catalogué de théorie du complot. D'autre part, je trouve intellectuellement pas très intéressant. Voilà, il y a un complot, ils veulent nous faire des mauvais coups, alors on n'a plus à réfléchir. C'est aussi une paresse intellectuelle, je crois. Oui. Ensuite, on doit aussi, il me semble, cibler le discours. Il ne s'agit pas de refaire le monde. En tant que climato-sceptique, je n'ai pas la prétention de dire quelle doit être notre politique énergétique, notre attitude à avoir vis-à-vis de la pollution, la question de la population mondiale, ou autre chose, est-ce qu'il faut être libéral, est-ce qu'il faut être plutôt étatiste. Chacun, évidemment, a son avis là-dessus, je ne suis pas contre ça, mais je crois que si on veut avoir un discours audible, il faut savoir se cibler parce que c'est déjà difficile. C'est déjà très difficile de se dire climato-sceptique. Alors si en plus vous dites, si vous en rajoutez dans des choses qui seront pas très orthodoxes, le discours risque d'être encore plus inaudible, à mon avis. Ensuite, comme dit l'autre, think global, act local, agissons localement. On n'est pas obligé d'aller chercher le GIEC, on n'est pas obligé d'aller chercher ce qui se passe aux États-Unis.
chez les climatologues américains pour trouver de quoi critiquer. Même au GIEC, j'ai montré tout à l'heure le rapport sur le climat en France, qui donne largement de quoi s'occuper. Achetons français. On a de quoi faire chez nous pour mener une critique des climatologues qui sont, enfin, certains climatologues, pas excessivement généralisés, mais on a de quoi faire pour mener une critique potentiellement efficace. On peut aussi s'intéresser, et ça c'était plutôt l'objet de mon dernier livre, La peur exponentielle, c'est sonder l'avenir. C'est-à-dire, si on se dit, le climat c'est juste le dernier avatar d'une peur plus profonde, ça veut dire que le climat va bientôt va laisser la place. D'ailleurs, c'est déjà commencé, à mon sens. Je suis de ceux qui pensent qu'on est déjà dans la queue du processus, même si ça ne se voit pas. C'est un peu plus long que ce que je pensais. Je me reconnais, je pensais que ça viendrait plus vite. Mais en gros, on sait bien qu'il ne se passera rien à la conférence Paris Climat 2015, que ce sera des grands effets d'annonce, mais essentiellement, on ne veut pas payer, on n'a pas les moyens, on a d'autres choses à faire. Et bon. Donc, il faut s'attendre à ce que le climat laisse la place à autre chose. Il y a plusieurs choses qui tiennent la corde. Oui, il y a quelque chose, au moins au niveau de la science, c'est plutôt ça que je regarde, c'est l'anthropocène. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a changé d'aire géologique. Enfin, c'est en cours, on ne sait pas, ça sera décidé bientôt. On devrait avoir changé d'aire géologique depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc on va avoir une ère géologique de deux, enfin c'est pas une ère, c'est le cran en dessous, de 2 siècles. On n'a jamais vu ça, d'habitude ça se compte en dizaines, de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années, mais là on va avoir juste pour nous l'anthropocène. Donc on va encore se placer au centre, et évidemment, c'est la responsabilisation nécessaire, vous vous rendez compte, et donc ça pourrait être aussi un nouveau discours englobant qui pourrait prendre la suite, qui pourrait réutiliser ce qui a été dit sur le climat, glisser sur autre chose, et donc l'intérêt, je pense, de cette façon de sonder l'avenir, c'est de ne pas se tromper de cible, parce que si on tape sur le climat sans faire attention à ce qui viendra après, sans avoir d'armes prêtes pour se préparer au nouvel avatar, on risque un peu de faire un coup d'épée dans l'eau. Et enfin, dernière arme à utiliser, finalement, contre la peur, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que rire. Et ça tombe bien, parce que c'est pas difficile. Hein? Vous avez tous vu Ségolène avec son Nutella? Est-ce qu'il y a besoin de parler? C'était ridicule en soi. Du Nutella. Alors, vous avez échappé à ça? Faut arrêter de manger du Nutella, ça réchauffe la planète. Elle l'a dit sérieusement. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, Ferrero qui a dit, ah non, mais attention, eux, par contre, ont voulu répondre. Ils n'étaient pas là pour rire, parce que eux, c'est des emplois, c'est des chiffres d'affaires. Bon. Mais ils ont répondu en disant, oui, mais attention, notre huile de palme, il est certifié durable et tout. Oula, attention. Mais en vrai, il n'y a pas à entrer dans ce jeu-là. C'est juste drôle. Moi, je trouve ça juste drôle. Je n'ai même pas envie d'entrer en matière, je n'ai même pas envie d'argumenter. Je crois que c'est juste drôle. Alors, un autre exemple, là, c'est juste après, c'est en Suisse. Donc, vous avez ici Doris Letard, qui est un peu la Ségolène royale suisse. Alors, vous avez ici, donc c'est une représentation de Doris, la voix intérieure de Doris Letard. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est un mauvais plaisant qui veut se moquer de son ministre. C'est pas très gentil, c'est un peu lourdingue même. Ben non, c'est sa propre page Facebook. Bah oui, non, mais c'est quoi rire. Alors, un autre exemple, vous avez ici une photo de Jean Jouzel, donc, qui est notre climatologue en chef, le vice-président du groupe scientifique du GIEC, qui a posé pour Paris Match début janvier. Alors, j'ai pas bien compris le message, Pieds nus, sous un parapluie avec 2 ou 3 gouttes d'eau données par un jet d'eau, derrière un fond bizarre. Là, c'est le ridicule assumé. Il faut juste rire, il n'y a pas à argumenter. Il faut juste rire, je crois. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Qu'est-ce qu'il tient dans le globe? Un globe terrestre. Un globe terrestre, oui. Ça, oui. Il maîtrise le globe, quoi. Alors, ces trois photos, surtout la... C'est son bébé, presque. C'est ça. Donc, ces photos, surtout les 2 dernières, ont été mises sur mon blog parce que j'organise, justement dans l'idée de rire un peu, j'organise depuis janvier ce que j'appelle le climaton. C'est-à-dire le concours, c'est une sorte de revue de presse humoristique, de la plus grossière, la plus évidente propagande climatique de la semaine écoulée. J'avais parlé à un ami au début, il m'a dit, ouais, tu sais, toutes les semaines, ça va être dur à tenir. Enfin, non. En vrai, c'est plutôt dur de choisir, parce qu'en fait, c'est tous les jours. Tous les jours. Alors, sinon, en passant, je peux lancer un appel, si certains veulent faire partie du jury du climaton et m'aider à le faire chaque semaine, je suis preneur, parce que plus la COP arrive, plus la conférence Paris Climat arrive, plus c'est dur, plus il y en a. Vous imaginez pas le travail. Et alors,
pour finir, donc le Climaton, en semaine 11, a récompensé la Fondation Nicolas Hulot. Ils sont bons. Alors, ce qui était mérité. Alors, c'est pas tellement pour leur exploit, c'était My Positive Impact, donc qui lançait une initiative terrible. C'est pas tellement pour vous parler de My Positive Impact que je vous en parle, c'est que ils ont gagné la semaine 11 et ils ont été contents. Alors, c'était un petit peu difficile, mais sur mon blog, j'ai reçu un commentaire de la Fondation Hulot qui dit « Merci, nous sommes ravis, mais le défi de My Positive Impact ne fait que commencer. » Alors, ils ont aussi tweeté, ils ont fait un tweet aussi pour se féliciter d'avoir gagné la semaine 11 du Climaton. Alors, ça doit être la semaine 12. C'est la semaine 12 ? Cette réponse donne la semaine 12 aussi. Non, on n'entre pas dans le règlement, quand même possible. Mais bon, évidemment, le jury du Climaton était très honoré de pouvoir mentionner cette digne reconnaissance de la Fondation Hulot. Ça montre deux choses. D'une part, ils n'ont pas lu, mais surtout, ils ne sont même pas conscients qu'on peut ne pas être d'accord. C'est un petit peu ça qui est terrible. Ils ont vu, on a gagné le Climaton, ils disent parce que ça, ils s'en fichent. Mais ils sont contents, ils ont gagné un truc, c'est forcément bien parce qu'ils sauvent la planète. Bref, ils nous font rire eux-mêmes, on n'a même pas besoin d'avoir de l'humour, ils savent le faire, ils savent nous faire rire, et on n'a même pas besoin d'en rajouter. Et pour finir, je pense que la meilleure chose qu'on peut citer, enfin la meilleure citation pour conclure, c'est celle de Franklin Roosevelt, qui le jour de son investiture président en 1933 disait « Nous ne devons avoir peur que d'une chose, c'est de la peur elle-même ». Je vous remercie de votre attention. Écoutez, merci beaucoup.